Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée, même si elle paraît un peu désuète. Mais par rapport à la création, le développement, l'épanouissement d'une discipline très connue mais mal connue qui s'appelle maintenant la radiologie ou plutôt l'imagerie. La radiologie est née il y a bien longtemps, pour certains, de l'électricité, c'est-à-dire l'électroradiologie où l'électricité était un traitement. Mais la vraie radiologie, connue aujourd'hui, qui s'appelle l'imagerie et avant le radiodiagnostic, commence avec Röntgen en 1895. Et donc, nous avons voulu décrire toute cette histoire qui dépasse un siècle à aujourd'hui, de 1895 à 2020. Nous avons voulu montrer cette évolution à travers les hommes issus de l'école de Montpellier, tous professeurs à la faculté de médecine, et nous avons voulu sortir cet ouvrage au moment où on fête le 800e de Montpellier. Ensuite, je suis le plus ancien, puisque j'ai 89 ans dans quelques jours, j'ai vécu toutes les périodes de la création. Et la création de cette discipline est née en définitive réellement grâce à un organisme que j'ai créé quand j'ai été jeune agrégé, qui s'est appelé le Conseil des enseignants de radiologie de France, ou CERF, avec tous les radiologues jeunes et battants français. Nous avons formé une équipe qui a fait pression sur le gouvernement et qui a profité de la révolution de 68 pour transformer totalement cette discipline à base physique et technique en une discipline clinique, c'est-à-dire qui s'occupait des malades. 1895, Röntgen publie dans des journaux qu'il a trouvé un nouveau rayon qui traverse les tissus grâce à la main de sa femme qui était à côté de lui dans le laboratoire. Et en définitive, la radiologie a commencé à évoluer à ce moment-là, puisque en 1896, début de l'année, moins de 3 mois après la naissance de Röntgen, 2 radiologues ou physiciens montpelliérains ont créé le premier service de radiologie de Saint-Éloi que j'ai eu ensuite l'honneur de diriger à la suite d'autres patrons. Voilà, c'est cette création, j'allais dire, politique de la radiologie, future imagerie, qui vient de l'anglais diagnostic imaging, le diagnostic par l'image. Ça, c'est une chose importante, c'est la création d'abord de cette discipline, et qui le fut d'ailleurs dès les premières années de 1980, après tout le travail que nous avons effectué, surtout la création du Conseil des enseignants de radiologie de France, qui, au niveau de l'État français, a pris le pouvoir, aussi bien dans les ministères que dans l'administration. Nous étions un groupe de jeunes incontournables qui voulions que ça change. Après, nous pouvons parler des techniques. Mais une des techniques que j'ai développées en premier, qui nous a fait passer en premier, en France, comme une école de précurseurs, j'ai suivi l'exemple des Suédois et j'ai fait ce qu'on appelle le cathétérisme sélectif des artères pour mieux voir les organes. On mettrait des produits de contraste, par exemple dans le foie, pour mieux voir le foie à travers les vaisseaux, la rate, le tissu de la rate, pour voir les reins avec l'excrétion rénale, mais les artères et artérioles et le retour du tissu par du sang. Ça a bouleversé complètement la notion de précision sur l'organe et la nature de la lésion sur l'organe, et en particulier l'existence de tumeurs bénignes ou malignes. Et ça permettait de faire un très très bon diagnostic. Ça a été un des grands progrès qui a placé l'école de Montpellier à un niveau international, et nous avons fait à l'époque une société internationale de radiologie vasculaire sélective de langue anglaise avec les Suédois qui avaient été mes maîtres et les Américains et en tout cas des Européens. Nous avons découvert d'autres méthodes, mais il fallait les évaluer. Parce que les constructeurs mettaient sur le marché des machines et il fallait évaluer ce qu'elles apportaient de plus à ce qui se passait autrefois. Et là, s'est passée une période extrêmement importante, l'apparition de la numérisation, c'est-à-dire la suppression du bromure d'argent, du film, qui est remplacé par des pixels, des points. Ça a été le plus grand progrès de la radiologie, pour la radiologie qu'il ait pu exister. Et c'était une révolution. Parce qu'alors, si nous avions contre nous la plupart des radiologues qui n'avaient pas ces méthodes,
nous avions surtout contre nous les constructeurs qui, eux, n'avaient pas anticipé et n'avaient pas encore le triomphe de la numérisation, c'est-à-dire le scanner. Cette machine fantastique qui permet de couper le corps en tranches dans les 3 dimensions, et ces superpositions dont je vous parlais tout à l'heure, dont on essayait de s'affranchir par l'artéographie sélective, là spontanément on découpait en tranches très facilement. Puis nous, c'est moi et mon équipe, mon école, nous avons cru fondamentalement à cette méthode alors que personne n'a y croyé. Et nous avons demandé aux grands constructeurs de radiologie de l'époque, CGR, qui n'avaient pas tellement cru au scanner au départ, s'ils pouvaient nous faire avoir un scanner en évaluation. Et nous avons été donc les premiers en France, le premier hôpital universitaire à avoir en évaluation un scanner qui nous a été offert par une firme américaine, Pfizer, qui était la firme Pfizer, très célèbre maintenant, mais qui à l'époque faisait aussi des scanners. Ça a été un triomphe pour nous parce que nous avons été les premiers à imposer totalement cette méthode et à travers les travaux principaux de celui qui va me suivre, le professeur Sénac, on a pu travailler beaucoup sur le poumon en particulier et apporter énormément. Et à ce moment-là, j'étais en position de rentrer avec un homme politique, le maire de Montpellier, qui était mon ami et qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Nous avons pensé, au moment où il y a eu Euromédecine, que nous avons créé avec Georges Frêche, je crois que ça a été important de créer un institut d'imagerie de Montpellier. Et cet institut d'imagerie devait faire de l'évaluation, comme je vous l'évoquais, des techniques. Cet institut existe toujours et il faisait de l'évaluation, de l'analyse, de la recherche sur toutes les méthodes d'imagerie. Et est arrivée une autre méthode qui n'utilisait plus les rayons X, mais des rayonnements magnétiques émis par le corps humain, ça a été l'IRM. Et nous avons été à nouveau les premiers à recevoir avec l'accord du gouvernement et le soutien du gouvernement et le soutien du maire de Montpellier, la première IRM en évaluation. Ça, c'était quelque chose, une révolution tout aussi grande. Parce qu'il n'y avait plus de rayons X et on pouvait voir l'intérieur du corps humain avec des fonctions beaucoup plus précises sur les divers types de tissus, entre la graisse, etc., etc. Et enfin, pour ma part, l'élément le plus important de ma vie et de mon métier, en dehors de tout ce que je viens de décrire, ça a été la création totale d'un organisme essentiel pour l'imagerie médicale, la création d'une école de manipulateurs d'électroradiologie. J'ai créé la première, on peut dire, école de manipulateurs à Montpellier qui a formé les collaborateurs les plus essentiels des radiologues qui aujourd'hui deviennent absolument indispensables. Je suis tombé sur un problème grave qui a été celui du cancer du sein et des maladies du sein. Nous avions que des mammographies de mauvaise qualité. Nous avons donc lancé un grand critère de qualité pour faire des radios vraiment de très haut niveau. Nous avons créé la sénologie, la science des maladies du sein. Nous avons créé tout un service et une consultation de maladies du sein, en particulier à l'hôpital La Péronie, qui a été très célèbre dans toute l'Europe, et nous faisions un enseignement spécifique où sont venus plus de 2200 élèves, français et étrangers, en quelques années, pour venir apprendre la sénologie. Explorer un organe sacré d'une très grande importance pour une femme et pour lesquels on faisait des diagnostics trop tardifs. Et donc, le point important pour moi, de toute ma vie, ça a été de créer totalement le dépistage du cancer du sein par des unités mobiles dans le département et la région de l'Hérault. J'ai été soutenu en cela par le maire, par diverses personnes qui m'ont aidé, assurances, etc. Nous avons présenté ça à l'ensemble du corps médical qui a toujours été contre, parce que c'était dessaisir les médecins d'un pouvoir. Ils ont traité les camions de médecine foraine, etc. J'ai beaucoup souffert et beaucoup lutté, mais le succès est arrivé quand enfin nous avons pu dépister des petites tumeurs et sauver des vies à des milliers de femmes, parce que ce système s'est étendu ensuite à travers la France, mais ils n'ont pas réussi à mettre en place les mammobiles. Mais n'empêche que ma grande joie de ma vie en tant qu'imageur, c'est d'avoir été le créateur d'une discipline, comme je vous l'ai dit, le créateur d'une discipline respectable faite par des médecins anciens internes et non pas choisis sur des bases physiques, des gens qui connaissaient la clinique. Et enfin, de créer un institut où j'ai pu organiser
le premier dépistage du cancer du sein qui a quand même sauvé des milliers de vies humaines. Aucun résultat dans les méthodes d'imagerie diagnostique, quelles qu'elles soient, et surtout dans le sein, ne peut se passer de la qualité et d'un contrôle permanent de la qualité. Ceux qui l'ont, cette qualité, ils vont réussir, faire des diagnostics précoces, sauver des vies. Quelque part, cette école montpelliéraine, dont vous lirez l'histoire, a quand même modifié énormément le cours de l'histoire disciplinaire, et Montpellier, à un moment donné, a influencé son grand rival Paris et a enfin influencé les Européens qui sont venus voir ce qu'on a fait. Toute cette imagerie ne peut pas se décrire en une seule fois. Nous avons un livre qui est là, vous le suivrez, vous verrez, il y a des anecdotes. Et ça se partage entre deux choses. J'ai un grand sentiment de fierté en voyant ce qu'est devenu le radiologue, un grand médecin, un grand spécialiste, un homme ultra compétent, qui utilise tout le pouvoir de la numérisation, des ordinateurs, du stockage des images, de l'amélioration des images. C'est quelque chose d'assez fantastique. Voilà ce que je vois aujourd'hui. Je suis fier. Fier d'avoir cru en toute chose numérique et en tous ces progrès, de les avoir fait leur promotion envers et contre tous. Donc aujourd'hui, je suis heureux de voir mes élèves par centaines dans la région, partout. Les radiologues ont été de mes élèves, ont cru en moi. Ils m'ont toujours manifesté une affection que je leur rends bien. Et maintenant, j'analyse tout ce que je vois et tout ce que je lis. Et qu'il ait mis en place un système qui, pour des raisons d'argent, d'investissement, de création, va tout dominer. Un des membres du cerf féminin, qui était le professeur Wackenheim, aujourd'hui disparu, il disait « La chirurgie et la médecine, c'est très important. Ça. La chirurgie et la médecine ont une date de naissance. Elles sont donc éternelles, la médecine et la chirurgie. Par contre, la radiologie a une date de naissance, elle a une date de mort, elle aura une date de mort. La domination conjuguée de l'argent, de la rentabilité, de la fabrication des machines, de l'utilisation des machines, va engendrer des règles de fer. Les radiologues ont avec les manipulateurs des liens très étroits. Parfois, ils ne voient pas le malade. Et bientôt apparaît la machine fantastique. C'est l'intelligence artificielle qui va se développer à la vitesse grand V. Vous allez vous présenter devant un écran, et maintenant que l'énergie quantique va se développer, et le quantique va se développer, et cette machine, en lui donnant quelques informations propres à votre vie et quelques tests, elle vous sortira des diagnostics bien supérieurs à celui des radiologues qui lisent, ou à équivalence. Ce n'est pas un plaidoyer politique, c'est un plaidoyer de rester des médecins qui voient les malades, leur donnent le diagnostic, les suivent. Il ne faut pas laisser à la machine, même si c'est utile, même si ça se comprend, même si en Chine les gens rentrent des cabines pour se faire des diagnostics, il y a un moment donné où on a besoin d'un homme ou d'une femme en face de soi, parce que la vie a une fin, elle a des difficultés, et pendant toutes ces difficultés, je ne crois pas aux possibilités de la robotique à satisfaire une psychologie d'angoisse bien normale du malade. Je m'appelle Jean-Paul Sénac. J'ai fait des études de radiologie à Montpellier sous l'égide du professeur Lamarck, parce que d'abord la radiologie m'intéressait, et surtout parce que je fais partie de la famille Lamarck, puisque nous avons des liens familiaux, nous sommes cousins, et durant toute ma jeunesse, j'avais beaucoup d'admiration pour son père, Paul Lamarck, qui était un personnage haut en couleur et extrêmement vénéré par toute la famille. Donc ma motivation principale, voilà, elle a été pour la radiologie, mais aussi pour des raisons familiales. Jean-Louis Lamarck est mon cousin, oui. Quelqu'un que j'admire beaucoup sur le plan scientifique et sur le plan de la démarche philosophique, je veux dire. Jean-Louis Lamarck est consubstantionnellement bon. C'est une définition un peu moyenâgeuse, mais c'est une définition qui veut dire ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup d'études philosophiques qui ont été faites qui montrent que la nature humaine, naturellement, est portée à la bienveillance. C'est d'ailleurs, d'après Darwin, l'évolution de l'espèce, comme ça que l'espèce humaine se survit. Car naturellement, les gens sont portés à s'entraider. Mais Jean-Louis Lamarck était encore plus que ça. C'était consubstantiellement bon, je dis. Et avec moi, il a été extraordinaire.
il m'a donné cette discipline de radiologie, toujours très gentil à mon égard, toujours très attentionné, et ça a été mon maître, c'est mon maître, voilà. Ah, pourquoi faire un livre, oui. En définitive, laisser une trace pour les gens qui vont suivre. En fait, ce livre n'est pas écrit tellement pour les gens qui vivent aujourd'hui, mais je pensais que c'était intéressant dans l'histoire de la médecine de laisser une trace de ce qu'a été 120 ans de radiologie dans une ville comme Montpellier pour les générations à venir. Vous savez, on s'intéresse beaucoup, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la vie des Plater au XVe siècle, qui avait décrit la vie universitaire à Montpellier, et les gens sont friands de ça, maintenant, aujourd'hui. Donc il y a une histoire de la médecine qui est associée à l'histoire en général, qui est très importante, et qui, à mon avis, vaut la peine d'être racontée. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. La situation de radiologue, vous voyez, c'est une situation très délicate. On peut dire qu'il y avait un avant Jean-Louis Lamarck, un après Jean-Louis Lamarck. Et peut-être qu'il y aura un après Jean-Louis Lamarck. Mais disons que le radiologue est un intermédiaire, vous voyez. Il n'est pas le médecin traitant. Donc le malade s'adresse au radiologue, le radiologue fait son acte, et ensuite l'acte est interprété, ou l'interprétation est pris en compte par le médecin traitant. Or, l'acte médical en soi est un acte très personnel et très, comment dire, et très égoïste en fait. Le médecin a toujours raison, il déteste qu'on lui dise des choses qu'il ne veut pas entendre. Donc la position du radiologue était très délicate. L'acte important de Jean-Louis Lamarck, c'est redonner l'honneur au radiologue, l'honneur clinique, en choisissant des anciens internes, comme moi par exemple, ayant fait des spécialités pour être des interlocuteurs valables vis-à-vis des spécialistes, ce que j'ai été, je pense, durant ma carrière. Alors, en tant qu'élève du professeur Lamarck, ancien interne des hôpitaux, et ayant fait la spécialité de pneumologie et de cardiologie, j'étais tout désigné pour m'occuper de la spécialité d'imagerie thoracique et cardiovasculaire. L'imagerie thoracique a subi un bouleversement extraordinaire lorsqu'est arrivé les premiers scanners. Quand je dis imagerie thoracique, c'est évidemment la pratique des images que l'on peut avoir avec le scanner du thorax. Et j'ai deux exemples pour montrer cet bouleversement. Le premier, c'est le diagnostic et le bilan du cancer bronchique, c'est-à-dire la phase avant le traitement. Et deuxième exemple, le scanner et son rôle avec l'infection Covid actuellement. Alors en ce qui concerne le cancer bronchique, le scanner permet une détection très précoce du cancer, donc un traitement très efficace, et un bilan très précis du cancer bronchique, associé avec un examen de médecine nucléaire qui s'appelle le PET scan, et qui permet, si vous voulez, de savoir si le malade est opérable ou pas, ce qui est essentiel dans le traitement. Au début, dans les années 70-80, les pneumologues faisaient beaucoup de fibroscopie, c'est-à-dire introduisaient un système optique dans les bronches pour aller voir jusqu'au bout des bronches, et puis étaient un peu, disons, enclins à négliger la ponction et considérer que la ponction était secondaire. Mais aujourd'hui, par exemple, la ponction est essentielle, et pour une lésion, c'est-à-dire une tumeur thoracique périphérique, c'est-à-dire en périphérie, on ne se pose même plus le problème de la fibroscopie, on fait d'emblée la ponction sous scanner qui permet d'avoir le diagnostic histologique et disons, traiter la tumeur. On sait que le Covid a un fort tropisme, disons, au niveau thoracique. D'une part, en provoquant des caillots au niveau des artères pulmonaires, c'est-à-dire en créant l'embolie pulmonaire, et d'autre part, en atteignant le parenchyme pulmonaire. Alors, en ce qui concerne l'embolie pulmonaire et les caillots, le scanner en fait très bien le diagnostic, grâce à différentes techniques, mais c'est vraiment le scanner, c'est l'élément clé du diagnostic. Et ces complications vasculaires sont tellement fréquentes dans les gens qui ont un Covid, qui ont un tropisme thoracique, que l'on traite actuellement systématiquement par anticoagulants les patients. La deuxième atteinte pulmonaire est au niveau, si vous voulez, du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire du tissu pulmonaire, et induit ce qu'on appelle une atteinte interstitielle, ça veut dire une atteinte diffuse
du parenchyme pulmonaire, qui peut se traduire sous forme de pneumonie, sous forme d'affection grave, poumon de choc, on appelle ça poumon de choc, détresse respiratoire, mais qui par la suite peut induire une fibrose pulmonaire ou des complications à long terme, ce qu'on appelle le Covid long. Et c'est le scanner thoracique qui permet de suivre l'évolution de ces lésions qui vont nécessiter peut-être par la suite des traitements spéciaux. Alors l'imagerie cardiovasculaire, je distinguerai les vaisseaux du cœur. Alors en ce qui concerne les vaisseaux, c'est-à-dire artères et veines, je ne parlerai que des artères des membres inférieurs et les artères du cou, c'est-à-dire les artères qui amènent le sang au niveau du cerveau. Eh bien pour les explorer, pendant très longtemps, on faisait des artériographies, c'est-à-dire qu'on faisait des ponctions artérielles et on injectait du produit de contraste qui permettait d'imager les artères en question, et ça pendant très longtemps. Et puis des techniques nouvelles sont arrivées, comme par exemple l'échographie Doppler. Et aujourd'hui, avec l'échographie Doppler, on fait les mêmes diagnostics de façon non invasive, c'est-à-dire on n'a pas besoin de ponctionner, et on fait des diagnostics très précis au niveau des lésions vasculaires, c'est-à-dire essentiellement la détection de rétrécissement vasculaire, artériel, d'origine athéromateuse. Alors, les autres techniques aussi permettent de faire des angiographies, le scanner et l'IRM, mais enfin, la plus répandue, c'est l'échographie Doppler. Et aujourd'hui, l'artériographie n'est plus pratiquée que lorsqu'on veut faire un acte de radiologie interventionnelle vasculaire, c'est-à-dire essentiellement une dilatation des artères. Lorsqu'on veut dilater une artère de jambe, on rentre une sonde, avec au bout de la sonde, il y a un ballonnet qui dilate l'artère, et ensuite, on peut déposer un stent, c'est-à-dire un petit ressort qui empêche l'artère de se re-sténoser et qui préserve donc, maintient cette dilatation. Alors en ce qui concerne le cœur c'est un organe évidemment essentiel, puisque sans cœur, mais évidemment, on ne vit pas. Et d'autre part, c'est un organe très difficile parce qu'il est toujours en mouvement, vous voyez, il est toujours en train de tourner, etc. Donc au point de vue d'imagerie, c'est très difficile. Il faut une technique d'imagerie qui ait une rapidité d'acquisition supérieure au battement cardiaque pour qu'on puisse imager, c'est-à-dire qu'on puisse voir le cœur. Et le scanner a eu des difficultés pour arriver à ça. Mais aujourd'hui, on est arrivé, pourquoi ? Eh bien parce qu'on a eu une amélioration formidable des scanners par l'acquisition des scanners à multibarrettes. C'est-à-dire, vous savez, le scanner, c'est un tube à rayons X en face d'un détecteur qui tourne dans un espèce d'anneau. Eh bien, premièrement, on a eu le mode spiralé, c'est-à-dire on fait avancer la table où est le malade à travers l'anneau et à travers la rotation continue, ça donne une image en 3D. Et puis, on a multiplié les détecteurs. Au lieu d'un seul détecteur, on en a mis 12, 34. Si bien en une seule rotation, on peut avoir la totalité du cœur. Donc si on fait tourner très rapidement le complexe tube et détecteur, à moins de 0,5 secondes, 2 dixièmes de seconde, eh bien on a une rapidité qui permet d'imaginer le cœur. Et on a pu comme ça avoir le coroscanner, c'est-à-dire de pouvoir voir les coronaires au scanner, ce qui est un apport extraordinaire. Dans ces deux domaines, l'imagerie thoracique et l'imagerie cardiovasculaire, je remercie le professeur Lamarck de nous avoir spécialisés et je pense que la nouvelle imagerie a été vraiment un succès extraordinaire.